sommes mardi 30 juin 2026 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour. Et surtout, merci de continuer à faire confiance à votre chaîne de télévision Info TV, au canal 6, mais également au canal 508 du canal Plus International. Parce que nous sommes mardi, on parlera presque essentiellement de l'entrepreneuriat. Ce matin, une question sera posée sur cette table d'échange. Quelle est la place qu'occupe l'argent en entreprise? Lorsque l'on a bâti une entreprise ou lorsqu'on aimerait bâtir une entreprise, quelle est la place de l'argent au sein de ce projet? C'est la problématique principale dans le cadre justement de cette autre sortie en télévision. Naturellement, vos rubriques sont restées intactes. Tout à l'heure, on fera un tour en kiosque pour avoir la température qui prévaut. Ce sera donc la quintessence de l'information parue de ce côté. Votre dénonciation vous sera également livrée comme d'habitude par Alain Douc, parce que vous regardez Info TV. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Rodrigue d'Albert Evina, bonjour. Merci, bonjour, parfait. Bonjour à tous les citoyens du monde, parce que Espace Miné est une affaire de toute la grande famille humaine. Je pense que tous ceux qui sont de bonne foi et qui recherchent des solutions à un certain nombre de problèmes s'abreuvent ici. Et je pense que l'information est traitée ici de manière, je vais dire, équitable et surtout accessible. Tout à fait. À la compréhension et l'écoute de monsieur tout le monde. Donc, même le lambda se sent concerné par ce que vous dites. C'est l'émission de tout le monde. On vous zappe facilement lorsque vous produisez, n'est-ce pas, une sorte d'expression qui n'est pas accessible à tout le monde. Les gars considèrent que vous parlez de vos affaires, ils tournent le dos. Mais vous avez donc rendu ça un peu plus accessible. C'est fortement intéressant. Je voudrais dire bonjour ce matin à une femme qui est très dynamique. Et je pense que son intelligence, c'est ce que je vais appeler le cœur battant, n'est-ce pas, du Cameroun. Parce que dans ses actes, je vois une rigueur intellectuelle qui suscite ce que je vais appeler le réveil républicain. Elle s'appelle Viviane Ondouabi-Oulé. Professeur Viviane Ondouabi-Oulé, et qui vient de faire un travail assez intéressant sur l'évaluation des performances de certaines entreprises. Mais au-delà, la grande saignée financière, la gabegie à l'échelle sauvage observée dans ces entreprises, en réalité, où il y a plus trop de DG et PCA hors la loi. Vous voyez un tout petit peu, c'est-à-dire que l'État du Cameroun continue de saigner comme ça la suite des entreprises, en réalité qui en retour ne reproduisent rien au profit de l'économie du pays. Donc, je pense que c'est à ça que doit servir l'intelligence. Il faut poser les vrais problèmes de société. Il faut construire le pays, parfois, avec ses compétences, sans véritable calcul, poussé vers des intérêts privés ou poussé vers la recherche de quelques récompenses que ce soit. Donc, je voulais saluer cette dame sur qui j'ai produit tout un article, parce que je pense que le leadership féminin mérite d'être reconnu d'abord, mérite d'être salué. C'est compris, Rodrigue d'Albert Evina. En face de vous, nous accueillons Hector Abia. Bonjour. Bonjour, Perfecto. Bonjour aux co-discutants. Bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV de cette belle émission. Ce matin, nous sommes dans un espace miné. Il va falloir lever des mines, les mines du côté entrepreneurial, surtout sachant que ce domaine est le domaine mal aimé du Cameroun, parce que quand vous faites une espèce de ratio, un questionnement sur l'entreprise au Cameroun aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'État du Cameroun ne souhaite pas qu'on ait un tissu économique très puissant, à contrario de ce qu'on va appeler le fonctionnariat, qui domine à 90% l'économie du Cameroun, parce qu'il y a des villes où nous sommes le 30, depuis le 25, et que les employés fonctionnaires sont passés à la caisse. Il y a des villes qui ne tournent qu'autour de ce que les fonctionnaires apportent, qui font tourner l'économie, et
c'est En quelque fait, chose... c'est le prototype des pays pauvres, hein, et très endettés. C'est-à-dire pendant 5 ou 6 jours, ça vibre un peu parce que les fonctionnaires passent à la caisse. Après cette semaine-là, c'est terminé. C'est le prototype des pays pauvres. Justement. Lorsque vous irez dans des pays développés, mon cher Abia, vous ne connaissez pas quand les fonctionnaires vont à la caisse. Ça tourne 24 heures sur 24. Justement, c'est pour ça qu'il dit que notre pays fait partie de ceux qui ne souhaitent pas que le tissu économique fasse véritablement, soit véritablement le poumon. Quand on parle du poumon d'un pays, c'est celui qui fait en sorte qu'il régule, qui joue le rôle de régulateur. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons poser véritablement la problématique. C'est vrai que nous allons nous spécialiser dans le cadre de l'argent, dans les entreprises. Et ce matin, je voudrais saluer toutes les populations d'Assos. La population d'où? D'Assos. C'est de quel côté? L'arrondissement de Boulevard 2e. Ah, d'accord. Dans la villa. Dans la villa, et plus particulièrement mon cher village originaire en Coimvon. Tout le monde qui nous regarde, qui nous écoute, je souhaite de vous saluer. En Coimvon? En Coimvon. Oui, et j'ai de la famille là-bas. Hein? Ok. Donc ça veut dire que nous avons une certaine parenté. Perfecto. Tout à fait. Ok. Donc, je souhaite donc saluer toute cette personne-là, sans oublier ce grand quartier qui m'a vu grandir, qui a fait de moi ce que je suis. Le quartier Angué, c'est le quartier Bafia. Et saluer toutes les populations de Yaoundé 4 aussi par ce moment-là. Et demander à tous les militants du PCN de Yaoundé 4 de se préparer à la tournée du président national Cabral Libi qui s'effectuera en août, août prochain. Très bien. Bien des choses donc à toutes ces populations donc du PCRN. Vous êtes donc justement membre de cette formation politique. Ibrahim, Maxime, Julien continuent à nous accompagner dans le cadre de l'entrepreneuriat dans cette émission. Ibrahim, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux co-discutants de ce matin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. C'est encore un plaisir de vous retrouver ce mardi entrepreneuriat. Merci. Hein. Vous réservez encore de grandes analyses à nos téléspectateurs. Naturellement, à écouter M. Adalbert et puis notre ami du PCRN, ça m'inspire pour déjà donner un conseil à la jeunesse et aux managers. Le conseil serait: construis-toi avant de poursuivre l'argent. Construis-toi d'abord avant de poursuivre l'argent. De peur que l'argent ne devienne ton maître. L'argent, c'est un excellent serviteur. Mais lorsque l'argent devient ton maître, un mauvais maître. Il devient très terrible. Et je pense que c'est ce qui arrive à plusieurs gouvernants. Et à ceux-là, ce matin, je dis: construis-toi d'abord avant de poursuivre l'argent. Merci Ibrahim, Maxime, Julien. Accueillons également le Sami pour les intimes. Samuel Bonjour pour les lecteurs. Samuel Bonjour, bonjour. Bonjour Farfa ici. Bonjour à tous les millions, milliards de téléspectateurs. Merci au monde qui nous écoute. Nous sommes très heureux d'être sur votre plateau, comme d'habitude, avec quelques petites nouvelles croustillantes. Ah bon? Bon, pour suivre... Vous avez toujours votre agenda. On commence par où? Non, pour suivre Maxime, on disait à quoi sert l'argent entre les mains d'un insensé. Ah oui. Hein. Donc, ça converge vers cette thématique centrale. En réalité, il y a des gens un artiste... Attends d'abord, je vais d'abord parler de l'artiste. C'est Jean-Pierre Sommer qui disait cela dans une de ses chansons. Hein. Il disait, mon ami Jean Lambert m'a posé la question, à quoi sert l'argent dans la tête d'un insensé, dans les mains d'un insensé? Parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'avoir l'argent. Ah bon? Parce que vraiment, quand on voit comment certains se comportent, lorsqu'ils ont quelques espèces sonnantes et trébuchantes, on a à se poser la question. C'est vrai également qu'on se posera aussi la question de savoir si vous devez avoir toutes les richesses de la terre, et si après vous devez perdre votre âme, il y a un problème. Hein. Voilà. Bon, merci pour l'invitation. C'était la petite rubrique Bible de ce matin. Voilà. Je te passe les encouragements d'un de nos amis en commun, le club des banquiers de Douala. Vous avez des amis compliqués. Hein? Le club des banquiers. Vous savez, le Cameroun est lancé dans une vaste opération de charme au niveau du refinancement de la réhabilitation de la Sonara. Et hier, il y avait une grande réunion au Hilton avec le club des banquiers. Il faut lever 700 milliards, plus de 700 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la Sonara qui a été
victime d'un sinistre depuis 7 ans. Voilà vos informations. Depuis 7 ans, donc tu comprends pourquoi nos amis, les banquiers sont à Yaoundé. Il faut lever un peu plus de 700 milliards. Un peu plus de 700 milliards. Ça, des choses qui dépendent de nous du petit peu. On écoute ça de somme dans les films américains. Voilà. Donc, nous saluons cette opération et nous pensons que il faut véritablement qu'on sauve la Sonara. Parce que la dépendance du Cameroun vis-à-vis des produits pétroliers... Qui a d'abord mis le feu à la Sonara? Bon, l'enquête est encore en cours. Mais ça fait des années, là. Depuis 7 ans aujourd'hui, bon, on attend les conclusions. Mais il ne faut pas croiser les bras. C'est vrai que la SNH a pris le taureau par les cornes en lançant la raffinerie CSTA de Kribi, qui va produire ses premiers barils en fin de l'année 2020. Apparemment, vous êtes dans une opération marketing ce matin. Parce que la Sonara nous ont donné combien? Les usines, les préfabrications sont déjà en cours dans les usines. Bon, je ne veux pas trahir de secret. Donc, d'ici décembre 2026, tel que nous a rassuré la représentante personnelle de l'administrateur directeur général, Adolphe Moudiki. C'était qui? Non, mais j'ai dit la représentante personnelle. Donc les préfabriqués vont atterrir. C'était qui? Parfait, pourquoi nous savons tous de qui il s'agit. Moi, je n'en sais rien. L'administrateur directeur général peut se faire représenter par n'importe qui. Je n'ai pas dit le contraire. Donc, il a... Pour le cas d'espèce, donc c'était qui? Bon, parfait, je ne veux pas... Samuel, c'est une information pour donner. Moi, je parle de la structure qui est en train de lancer un projet révolutionnaire. Non, pas du tout. Et si la est-ce que vous imaginez, Samuel, le DG est représenté pourquoi on ne confie pas l'entreprise à la représentante dont on évite le nom sur ce plateau? Non. Vous savez, non. La SNH est une société hautement stratégique pour l'économie de notre pays. Qui a dit le contraire? Qui mérite un type de management. Vous savez que c'est la présidente de la République qui assure la présidence du conseil d'administration. Donc, ce sont des entreprises hautement stratégiques et les personnes ne sont pas assez importantes. Ce sont des projets qui sont portés pour dire que la CSTA de Kribi lancera ses premiers barils en fin d'année 2026. Et si la Sonara emboîte le pas avec la mobilisation des milliards, des 700 milliards qu'il faut, je crois qu'on aura 2 raffineries qui pourront nous permettre d'atteindre notre souveraineté énergétique et qui nous permettra d'économiser plus de 2000 à 3000 milliards de francs qui sont utilisés dans l'importation du pétrole. Donc, on pourra raffiner notre pétrole. C'est compris, Samuel. Nous allons accueillir notre ami Alain Douk qui nous accompagne également tous les matins. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour, parfait. Ça s'annonce être un mardi entrepreneurial. Du souffle. Il y aura du souffle, ce sera structuré. Bah, déjà dans les couloirs, Ibrahim a commencé à me titiller là, il me faisait des pics, il me dit on va parler de l'argent aujourd'hui. Bon, j'ai dit bon, c'est dans l'écosystème entrepreneurial, bon, on va pas peut-être faire la philosophie sociale de la place de l'argent. Mais bon, et on arrive là, il y a le grand Samuel qui commence avec son histoire de 6 stars, une grosse distraction, parce qu'on a un problème, bien sûr, on a un gros problème structurel, les Camerounais ne font qu'être prélevés, imposés, pour une reconstruction qui ne fait que tarder, et on sait quand même les conditions ubuesques dans lesquelles vraiment cet incendie a eu lieu. On connaît cette mafia pétrolière qui lutte contre la souveraineté du Cameroun. Je questionne moi plutôt... Qui a brûlé la soda? Voilà, je questionne plutôt la pertinence conjoncturelle de la pertinence de cette raffinerie Sista. On a auditionné qui est parfait, Sista. Qui avait intérêt à brûler la soda? Parfait, Sista. C'est quoi? C'est à peine 35 000 barils jour. Hein. Tu penses que c'est quoi? Ça vient régler les bébés de les pipis de chat. Quel problème structurel? Non, on a un vrai problème. Il y a notre lourd là qu'il faut raffiner en tous les différents Voilà le fond du problème. Voilà, et qu'on n'est plus à dépendre de qui que ce soit. Tant
tant qu'on fait des approximations à côté, je dis, c'est la rigolade. Nous avons encore vu les ministres se réunir hier là pour les mêmes discours amusants. On veut nous endormir, mais non, on connaît les vrais enjeux, c'est la souveraineté énergétique. Bonjour nos dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Fidélisés à ce programme, on va passer en grande montée. 10h, 11h52, qui dit mieux? Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Très heureux d'être là. Comment tu vas? Ça va très bien. Vous êtes habillé là comme Alain Delon. Hein. Ah, vous l'avez connu? Alain Delon. Ouais, c'est lui qui s'habillait comme ça de temps en temps. Oui. Parfois, il avait aussi des gros blousons. Oui. Avec des grosses motos. Non, là, je n'ai pas encore de moto. Je te déconseille d'ailleurs, hein, parce que nous voulons encore te voir pour longtemps. Ah oui. De toutes les façons, TVB nous a retrouvés pour le même exercice, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin et que nous allons découvrir présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons dans cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du petit hebdomadaire La Météo qui s'intéresse à cette reconnaissance, la gratitude d'Armand Claude Abanda à Louis-Paul Montazeux. Information à lire donc en page 3. Que nous dit le petit hebdomadaire La Météo? Ce journal nous informe que le 28 juin, au cours de la remise des attestations lauréats de la paroisse EPC Messa 2 dans le 2e arrondissement de Yaoundé, le représentant résident de l'IAI Cameroun a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage à l'illustre invité d'honneur. C'est le ministre des Finances ici présent qui a fait construire le campus baptisé Centre d'excellence technologique Paul Biya, 6 en Kolanga, banlieue de la capitale, dans le département de la Mefou et à Famba. Le dynamique homme, par ailleurs titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC, a également rappelé que le ci-devant ministre de l'économie est le tout premier haut commis de l'État à avoir financé le programme IGF 2035, dont la première dame Chantal Biya est la marraine. On parle donc de cette reconnaissance en page 3 du journal La Météo. Info Matin s'intéresse à cette autre actualité et parle de la sécurité de l'eau. Le Cameroun lance le projet Sewatch sous la présidence du ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundoué Somba, en présence du DG de la Camwater Dr Blaise Moussa, des représentants de la Banque mondiale, des administrations concernées ainsi que des partenaires techniques impliqués. Le premier comité de pilotage s'est tenu ce 29 juin 2026 à Yaoundé. Même son de cloche pour l'élite qui en parle ce matin. Le journal des Somba Benati 31, Société, gouvernance hydraulique au Cameroun, le projet Sewatch en vitrine de la sécurisation de l'eau. En ouvrant les travaux du premier comité de pilotage du projet Sewatch ce 29 juin 2026, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundoué Somba, a tracé une ligne matricielle en termes de transparence, de mécanismes, de contrôle de gestion budgétaire et d'obligation de résultats. Gage du succès de l'enveloppe de 184,9 millions d'euros reposera donc exclusivement sur la clarté, le strict respect des délais de passation des marchés et une culture permanente de la performance. L'unité parle également de ce projet. Réduction des fractures territoriales en eau potable, le projet Sewatch au cœur de l'inclusion hydraulique. Ce journal nous fait savoir ce matin que sa première phase cible prioritairement le septentrion avec la construction de 103 mini-adductions d'eau potable solaire dont la Damawa, le nord et l'extrême nord, ainsi que l'installation de 2900 latrines écologiques dans les écoles, marchés, églises et mosquées. On parle donc de ce projet ce matin, c'est de la page 4 à la page 5 du journal L'Unité. Le pouvoir s'intéresse également à la sécurité de l'eau. Gaston Elundoué Somba impulse la révolution Sewatch, c'est ce que nous dit le journal Le Pouvoir en une. L'expression
n'a pas loupé cette information ce matin. Et le journal de Marie-Thérèse Egoa parle de sécurité de l'eau et accès à l'eau potable. Sea-Watch entre en action au Cameroun. Cette information est à retrouver ce matin dans ce journal. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle également de l'accès à l'eau potable. Sea-Watch prend sa source. C'est ce que nous dit le journal Le Quotidien ce matin en une. La riposte reste dans l'accès à l'eau potable à Yaoundé. Camwater lance la plus grande reconfiguration du réseau d'eau. 30 000 nouveaux branchements et une desserte repensée. La pose de la première pierre du projet de configuration du système d'alimentation en eau potable de Yaoundé a marqué le 25 juin 2026 le démarrage du chantier appelé à transformer durablement la desserte de la capitale. Le Jourdain parle de l'accès à l'eau potable. Le journal Le Jourdain titre en une accès à l'eau potable. Camwater franchit un cap historique avec 200 000 nouveaux branchements. Sous l'impulsion visionnaire de son directeur général, le docteur Blaise Moussa, la Camwater engage une mutation profonde du paysage hydraulique national. Cette mutation est à retrouver en page 3 du journal Le Jourdain. Direct Info s'intéresse au réseau Camwater de Yaoundé. C'est ce que nous dit le journal de Samuel Mbonjok. Le projet de reconfiguration du réseau d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé lancé officiellement le 25 juin 2026 à Minkwa Meyos dans le 7e arrondissement du Mfundi pour une durée de 36 mois et un investissement de plus de 110 milliards de francs CFA permettra la modernisation de plus de 385 km de canaux de distribution adaptés à la démographie galopante et surtout aux nouvelles capacités de production de la ville de Yaoundé qui sont de 485 000 mètres cubes par jour depuis la livraison du pain épice en août 2024. Balafon de l'Ouest s'intéresse à la région de l'Ouest Cameroun et parle de West Camwater, 200 000 nouveaux branchements pour démocratiser l'accès à l'eau potable. L'information par la une de ce journal et ce journal nous fait savoir que cette initiative vise à rapprocher davantage les populations du service public de l'eau et améliorer durablement l'accès à l'eau potable dans les ménages. Le firmament est également en kiosque. Le journal de Parfait ici s'intéresse à l'affaire faux remaniement ministériel. La République en danger, ce journal s'interroge. Le pays a frôlé le pire suite à la tentative flagrante d'un citoyen de faire diffuser par la chaîne publique nationale une pseudo-liste de nouveaux membres du gouvernement et d'un vice-président. Au-delà de son action surréaliste, digne d'un film hollywoodien, l'opinion s'interroge sur les contours d'une telle situation qui pourrait relever les zones d'ombre de l'histoire dans un contexte où les luttes internes pour le contrôle du pouvoir et l'attente du changement préoccupe les populations tournées vers le chef de l'État dans l'espoir de trouver les solutions aux problèmes multiples. Interrogation à retrouver donc en page 4. Affaire faux remaniement ministériel, la République en danger, le firmament s'interroge. Année académique 2026-2027, l'université La Majestueuse Ndazwa informe l'opinion publique de la tenue des concours dans ces différentes filières. Ces filières sont à consulter ce matin dans le journal qui revient donc sur ce concours lancé du côté de La Majestueuse. C'est de la page 6 à la page 7. Nous quittons le firmament pour retrouver la nouvelle expression qui nous amène du côté du littoral. Le littoral aux littoraliens, une stratégie usée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Information à retrouver en page 3. Alain Bouchouang s'est exprimé au journal Le Jour. Paradoxe, un pays qui ferme les écoles et ouvre les marchés. À retrouver l'intégralité de l'entretien en page 5 du journal d'Aman Mana. Mutation de Georges Alain Boyomo nous amène du côté de la région de l'extrême nord et nous fait savoir que le choléra tue à Fotokol. 18 cas au total enregistrés, donc 16 cas dans l'aire de santé de Sagmé et 2 cas dans l'aire de santé de Fotokol où l'on pointe déjà 2 décès en communauté. Sans détour, s'intéresse à la couverture vaccinale. Gavi Alliance Cameroun, préserver les acquis d'un partenariat exemplaire. On revient sur cet appui financier de plus de 200 milliards francs CFA au profit du programme élargi de vaccination. Climat social nous amène du côté de la prison centrale de Bertois. Affaire Bombok Matip, que me veulent Georges Gérard Meka et Njiki Mayo Jacques Théodore? Cette interrogation par la une de ce journal. Et cette revue de presse se referme avec Panorama News qui parle de diplomatie économique. Honorable Célestin Tabouli, ambassadeur de la GEC auprès des Nations Unies. C'est ce que nous dit ce journal ce matin en page 3. C'est avec le journal de Christian Abanda, Panorama News, que nous mettons donc un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info TV.
TV ce mardi matin. Merci de vous rendre en kiosque avec la somme de 400 francs CFA facilement pour avoir votre journal ce jour. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. À tout de suite pour la suite. Alors, nous allons également vous donner l'information concernant donc ce nouvel ouvrage qui vient de paraître. Il s'agit de cet ouvrage intitulé « En quête d'un avenir ». L'auteur, c'est Jean-Pierre Uncal. C'est un Camerounais résident du côté de la France. Il est ingénieur de ce côté-là. Nous allons souligner qu'il s'agit là d'une autobiographie et l'auteur nous fait comprendre ce matin que ce livre est en vente du côté de la librairie, du côté donc de la librairie des peuples noirs. C'est à Yaoundé au prix de 12 000 francs CFA. Il est également disponible sur les plateformes Amazon, librairie Board, du côté de la FENAC, à 15,90 €. Parlant toujours de cet ouvrage En quête d'un avenir, il faut se poser la question de savoir comment se bâtir un avenir quand dans sa jeunesse on ne peut compter ni sur l'accompagnement de sa famille ni sur son mérite personnel. En quête d'un avenir est donc le récit autobiographique de cette lutte. Il plonge au cœur d'une enfance camerounaise où grandir n'a rien d'évident entre des proches insensibles et un système complexe. Jean-Pierre Uncal doit se battre dès son plus jeune âge pour exister. Un témoignage lumineux qui explore les blessures de l'enfance, les doutes de l'adolescence et la force intérieure qui conduit à s'accomplir malgré tout. De toutes les façons, nouvel ouvrage donc au niveau justement de nos librairies et toutes les autres plateformes digitales. En quête d'un avenir, c'est un ouvrage de Jean-Pierre Uncal. Nous y reviendrons pour un peu plus de précision concernant donc cette ce nouvel ouvrage. Alain Douc, on vous remet la parole cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Donc ce matin, nous avons une dénonciation relative à une espèce de quiproquo dans un couple. Alors, le monsieur avait plutôt un bel emploi, puis il a perdu, et puis là, il a commencé un tout petit peu à surfer sur des emplois qui n'étaient pas très intéressants sur le plan financier par la suite, mais qui permettaient quand même d'assurer un certain nombre de besoins. Mais là, on était vraiment sur le fil du rasoir désormais. Bon, ils ont 3 enfants, son épouse et lui. Et vous savez, ce genre d'emploi où on est très à l'étroit, c'est un peu précaire et tout, quand les enfants commencent à prendre de l'âge et à avancer aussi dans les études, on devient encore plus à l'étroit parce qu'il y a des charges qui augmentent et tout. Et là, ce n'était plus trop ça. Il tirait vraiment le diable par la queue. Bon, son épouse a décidé comme ça d'initier une procédure d'immigration dans un pays en Occident. Parce que sa sœur y vit. Et le gars il sera très partant, il va encourager ça. Il va encourager, elle va finalement obtenir le visa. Il sera même disposé
à vendre certains des biens au nom de quelle même partie de son héritage pour que son épouse voyage le plus facilement possible. Bien. Parce que c'est l'épouse qui porte la dénonciation. Il y a un truc qu'elle ne comprend pas. Bon, jusque-là, c'est encore potable. Mais elle se rend compte que l'époux est allé jusqu'à lui dire, ben écoute, tel que tu es en train d'aller là et tout, si tu arrives là-bas et que tu tombes sur quelqu'un de sérieux là, tu vois, et qui dit qu'il est prêt à t'épouser, et il peut prendre nos 3 enfants, et il les fait immigrer là-bas avec toi et tout, mon truc, c'est que accepte l'affaire. C'est ça que la femme trouve étrange quand même pour un époux. Et c'est ça qu'elle dénonce en ce matin. On l'aura tout vu, hein. Donc, Ibrahim Maxime Julien, le monsieur avait un bel emploi. À un moment donné, il a perdu cet emploi. Il a certes retrouvé un autre emploi, mais qui n'était plus aussi juteux que le premier. Maintenant, la charge des enfants, qui ne fait que monter. Il est prêt à accepter que sa femme aille en Europe, surtout qu'elle a même déjà obtenu un visa. Mais il va même plus loin, en disant à sa femme, si jamais tu tombes sur un type sérieux là-bas, accepte. Et si le type peut même faire en sorte que nos 3 enfants montent également, ce serait l'idéal. Alors il faut condamner ce monsieur, ou alors il faut se dire que le monsieur est réaliste. Réaliste, il est dépassé. Le monsieur est traumatisé, c'est-à-dire la vie l'a assommé, c'est-à-dire qu'il a tellement stressé pour pouvoir s'occuper de ses 3 enfants de son épouse qu'il veut même se débarrasser, il veut se reposer. Ce monsieur a des problèmes et il faut qu'on l'assiste. Il est vraiment en difficulté. Il est déboussolé. Il a mal au cœur, il ne sait plus trop ce qu'il faut faire, il en a marre, il est fatigué. Il est fatigué par la dureté de la vie, il est fatigué par le fait de se battre comme il peut, mais ça ne change pas. Et il arrive à se dire, à un moment, si on peut lui enlever toute sa charge là, c'est-à-dire son épouse là, ses enfants là, vraiment, c'est ce qu'il souhaite aujourd'hui. Mais je ne peux pas l'encourager à prendre sa femme pour aller remettre à quelqu'un d'autre, sauf s'il veut divorcer. Et qui disait à sa femme que je veux divorcer et je te laisse la liberté d'aller te remarier avec quelqu'un d'intéressant pour continuer à prendre soin de nos enfants. Mais je crois que moi, actuellement, j'ai très mal au cœur pour ce monsieur. Vraiment mal au cœur. Et je crois que c'est vraiment pour ça qu'il était très important de parler du rôle de l'argent en entreprise. Parce que justement, quand vous voyez un Camerounais comme ça qui était bien, après l'environnement devient rude, il commence à être moins bien, il n'arrive pas à avoir des entrées suffisantes pour lui permettre de s'occuper de sa famille. Regardez à quel point ça peut conduire un homme. Et ça, c'est une question vraiment très sérieuse sur laquelle j'invite ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent, à se pencher. Regardez à quel point la douleur, la souffrance, le manque peut conduire un homme. C'est compliqué, hein. Rodrigue d'Albert Evina pourrait rester sur la même ligne qu'Ibrahim Maxime Julien. Un homme, un vrai, normalement constitué, qui est prêt à prendre sa femme et à donner à un autre homme, si cela peut faire en sorte que les enfants, y compris la dame elle-même, puissent avoir un bel avenir. Ce monsieur a touché le fond. Il a effectivement touché le fond. Parce que vous savez, quand vous fondez une famille, c'est pour que votre immortalité soit assurée. Si vous n'êtes plus en vie, on continue de vous voir par vos enfants. Et voir un homme qui a effectivement fondé une famille dans des conditions, on va dire, confortables, parce que son tout premier emploi était quand même assez consistant sur le plan financier. Et puis, arrive donc les ténèbres de la souffrance, emploi perdu et d'autres petites tâches ne pouvaient effectivement pas subvenir aux besoins. L'un d'entre l'a dit, lorsque les enfants ne font que... Et les charges qui commencent à être plus sérieuses. De plus en plus importantes. Et là, vous êtes vraiment à l'étroit si l'emploi n'est pas solide. Et quelque part, je trouve que le type est réaliste. Sauf s'il méprise la grâce de Dieu. Quand il dit mépriser la grâce de Dieu, ça veut dire que peut-être que Dieu lui a fait grâce.
d'une femme qui est prête à tout. C'est-à-dire d'une femme qui est prête à supporter ce désert. Et puis lui repousse cette femme-là. Mais quelque part, le type est réaliste parce que souvent... Bon, disons même ceci, hein, parce qu'il y a un détail. La femme a déjà eu le visa, mais elle n'a pas encore voyagé. Est-ce que le monsieur n'a pas juste dévancé? Parce qu'il sait peut-être pertinemment que cette dame qui ira de l'autre côté, en Europe, elle ne va pas rester comme ça. Mais donc, lui-même réconforte sa femme peut-être en cherchant à faire le bon choix. Vous imaginez, monsieur Aïssi, vous êtes en Europe, et puis vous dites que vous ne connaissez pas bien l'environnement. Vous préférez faire monter là-bas une femme que vous avez connue ici. Parce qu'avec elle, les liens sont un peu plus forts dans ton esprit. Hein, et que elle peut être un peu plus loyale, les choses vont bien se passer. Mais dès qu'elle arrive là-bas, elle commence à maîtriser tout le droit français en faveur des femmes. Mieux que vous, elle commence à te rappeler comment, lorsque tu lui parles, il faut mesurer le ton. Donc, il ne faut pas mettre le volume. Il ne faut pas. Mais vous vous retrouvez dans des restrictions qui fâchent, des restrictions qui dérangent. Et comme effectivement, dans ces sociétés-là, la femme a un peu plus de droits, mais elle te fout dehors. Vous un tout petit peu. Mais le type voit que, pour son cas, sa femme est en train de quitter carrément le pays. Donc, il ne sera au contrôle de rien. Donc, pour éviter des situations de choc émotionnel, qui peuvent conduire à l'AVC de façon brutale, il se dit que vaut mieux être réaliste, parce que celle-ci, elle est femme. Là-bas, il y a des hommes. Mais seulement, lorsque les hommes vont te regarder, choisis quelqu'un qui est important. C'est-à-dire, ne te gaspille pas. Bon, moi je pense que, à côté de la situation de ce monsieur, il faut qu'on tire quelques leçons. Lesquelles? Je pense qu'il est important, peut-être demander aux Camerounais de se former dans plusieurs types de métiers. C'est-à-dire qu'un Camerounais qui est authentique, on peut vous recruter dans une entreprise parce que vous maîtrisez l'informatique, c'est bien. On vous paye 400 000 là-bas le mois, c'est bien. Mais le jour où vous êtes chassé, soyez apte à conduire le taxi. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si c'est de bon. temps en temps à pouvoir vendre la tomate. Mais le jour où vous êtes viré de là, il faut que vous ayez la pleine maîtrise de comment on creuse les puits. Donc, tout au moins, ça va vous éviter une misère, une galère qui est violente. La situation de ce monsieur l'a fait tellement peur parce que quand il écoutait monsieur Ibrahim tout à l'heure, il y a des gens, monsieur Parfait ici, qui viennent vers vous comme ça étant bien vêtis. Mais arrivé à 10 mètres de vous, la personne commence à balancer les bras. Tu entends seulement que fous-moi le camp, dis donc, laissez-moi avec tout ça. C'est-à-dire le cas, il se rend compte qu'il parle seul en route. Tellement il est assommé, froissé par les soucis, le gars se querelle seul avec le vent et avec des personnes que lui seul il peut voir. Donc je pense que la situation sociale, économique de notre pays commence à être trop compliquée pour les hommes. C'est pour ça qu'on meurt tôt, on vieillit vite, les cheveux deviennent blanchissent. Alors que vous n'avez que 25 ans. Alors que vous n'avez que 25 ans, vous avez tous les problèmes. L'AVC vous guette, l'hypertension vous dérange. Tout ça se complique. C'est vraiment difficile. Merci, hein. Merci Rodrigue. Alors Samuel Mbonjok, à un moment donné, est-ce que nous n'allons pas nous dire que la pauvreté, la misère peuvent faire en sorte que l'homme n'a véritablement plus sa dignité. Il est prêt à tous les compromis et par moments même à toutes les compromissions. Parfois ici, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils en sacrifice pour nous sauver. Et je crois que nous devons, quand nous lisons ce passage, ne pas s'arrêter au premier degré. Il faut aller au-delà et Alain Douke est spiritualiste pour comprendre davantage ce passage. Bon, spirituel. Donc c'est pour dire que ce monsieur a vraiment aimé sa femme et
il s'est retrouvé face à une situation de précarité extrême. Et c'est la conséquence de la malgouvernance. Chaque milliard détourné, chaque million volé dans les caisses de l'État, ce sont des vies sacrifiées. Des incidences sur les vies que vous ne pouvez pas imaginer. Sur des C'est générations. pour ça, sur des générations. C'est pour cette raison que nous n'allons pas cesser de pointer du doigt les gouvernants, ceux qui ont la grâce de tenir les destinées de notre pays. Parce que un pays, c'est également, un gouvernant, c'est également assurer la santé, la sécurité, l'éducation, le bien-être des populations. Lorsqu'un gouvernement n'arrive pas à le faire, c'est un échec total. Et c'est pour ça qu'en démocratie, il y a les alternances. Il y a les élections, il y a le changement des régimes. Pour essayer d'aller vers cette quête du bien-être. Et le livre de M. Ngal, qui a parlé de la quête d'avenir. La quête d'avenir, vous voyez un peu. Mais heureusement que lui, il a trouvé sa quête de l'avenir en Europe. Puisqu'il a souffert ici. Ouais, et il a abandonné le combat, il est parti chercher la quête de l'avenir. Il a tellement souffert. Et j'ai bien soif de lire ce livre. Peut-être que la conclusion sera que l'avenir, c'est ailleurs. Qui est encore refus. L'avenir, c'est ailleurs. L'avenir soit... Il faut être réaliste. Il faut pas être... C'est-à-dire que vous voyez comment est-ce qu'un monsieur n'arrive pas à tenir sa famille. Et regardez un peu dans nos familles africaines. Mais on se bat pour envoyer au moins 1 ou 2 enfants en Europe. On s'endette. On s'endette pour envoyer au moins une fille en Europe. Pour qu'elle aille faire quoi? Vous pensez que dans la cosmogonie africaine, on met des tues. Oui, et bien après on nous ramène un petit-fils blanc. Dans toutes nos familles, on a des métis, on a des... C'est la diversité. Non, je dis que la misère africaine a été comprise depuis la nuit des temps. Donc ce monsieur n'est que la face visible de l'iceberg, parce que peut-être Alain Douk est venu faire cette dénonciation, mais ça se passe comme ça dans nos sociétés tous les jours. Mais l'homme n'avait pas peut-être besoin de le dire à sa femme comme ça. Quand sa femme déjà entamait la procédure de visa, mais ça veut dire qu'elle-même était déjà prédisposée à abandonner le ménage. Non, moi, quand elle a parlé d'immigration, je pense que c'est une immigration familiale. Mais elle est mariée et tu engages une immigration individuelle pour aller faire quoi là-bas? Oui, mais l'argent c'est bien. Voilà, et le pouvoir c'est bien. Non, c'est pour dire qu'ils étaient en coaction. Ils étaient en coaction. Et le monsieur a juste peut-être craché le morceau pour monsieur c'est que la femme elle-même savait. Voilà, et comme il a dit, pour sa paix intérieure, pour son équilibre mental et pour qu'il ne craque pas, il n'est pas un AVC. Il anticipe. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas dire que votre femme doit aller en Europe et vous devez vendre vos biens parce que vous l'envoyez en aventure, c'est-à-dire que c'est un investissement en mission. Voilà. C'est un investissement, parce que vous avez vendu les biens pour l'envoyer en Europe, c'est un investissement. Vous attendez un retour sur l'investissement. Alors ce retour doit être acquis. C'est un placement. C'est un placement. Il attend le retour. Donc c'est pour dire que ces deux individus étaient en coaction pour essayer de subvenir à leurs besoins. Mais sauf que s'ils voulaient le faire de façon digne, ils pouvaient le faire ici, en vendant la tomate au marché d'une fondue ou en creusant les puits comme Rodrigue l'a dit, ou alors en faisant le taxi. Mais ils ont choisi de faire un gros placement à l'international pour que ça rapporte également en devises. Et vous comprenez que c'est beaucoup plus juteux là-bas. Merci. Pas les enfants. Merci. Hein. Alors, vraiment, dénonciation un peu compliquée et légèrement complexe. Alors, Hector, au-delà de tout, on peut comprendre qu'un homme peut être pauvre, il peut même arriver à la misère. Cela fait en sorte que vous puissiez placer votre épouse. On ne dit pas une copine, on dit même une épouse, et même si c'était une copine. Est-ce que ce monsieur a vraiment aimé cette dame?
Oui, il aime cette femme perfecto. Ah bon? Il aime sérieusement cette femme. Il aime beaucoup. Il aime trop cette femme. Et vous savez, j'ai un ami, Albert Zeu, le docteur Albert Zeu, qui dit souvent, les plus chanceux finiront fous dans ce pays. Mais c'est fort, hein? Non, ça c'est une de ces maximes, les plus chanceux finiront fous, fous dans ce pays. Vous savez, on a habitué des gens à sortir de l'élémentaire. C'est quoi l'élémentaire dans notre microscope, dans notre société? Un homme a pour vocation à tenir sa famille, faire en sorte que sa famille ne manque de rien, subvenir aux besoins élémentaires de la famille, nutrition, école et autres. Mais vous avez une société où on a tout basé sur l'argent, sur le paraître. Quand vous êtes dans une société où vous êtes faible, fébrile, qu'est-ce que vous faites? Pour subvenir aux besoins, à la pression sociale et morale, vous oubliez vos valeurs et vous oubliez ce que la société attend de vous. La société n'attend pas de vous que vous rouliez en... Il y a une marque qui fait trop de bruit ces jours-ci, en G-Tour. La société n'a pas besoin que vous rouliez en G-Tour. La société n'a pas besoin que vous ayez une villa ou bien un duplex pour montrer que vous êtes un homme accompli. C'était normal que vous parlez là. Oui, non, c'est ce que je dis, DP. Donc, quand vous avez donc travesti les besoins élémentaires, vous, ce que vous faites, vous prenez femme, une épouse qui vous accompagne dans vos besoins, que vous soyez vendeur de tomates, conducteur de moto, et entre autres, ce que vous devez faire, c'est pouvoir faire en sorte que vos enfants mangent au quotidien, soient nourris au quotidien, subvenir à leur éducation et faire en sorte qu'ils deviennent des hommes. Être un homme ne signifie pas avoir un matricule ou être riche. La société camerounaise aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commande à tout le monde par le biais de ce que vous avez appelé les influenceurs à devenir riches. Une richesse qu'on ne sait pas souvent comment les gens font pour atteindre. L'origine. Donc, quand vous avez donc travesti l'élémentaire, le basique, au profit des valeurs qui ne sont pas contrôlables, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un homme fébrile? Vous êtes capable de vendre votre richesse pour un avenir qui semble meilleur, mais qui est illusoire. Parce que cette dame, qu'elle va en Europe, Alain ne nous a pas dit si elle a une formation. En d'autres formes. Alain ne nous a pas dit. C'était là. Non, Alain ne nous a pas dit si elle a une formation. Et elle va. La solution précise. Non, Alain ne nous a pas dit si elle va dans un cadre de C'est qu'elle peut aller faire là-bas. C'est qu'elle peut aller faire là-bas. Forcément pas besoin d'une formation au sens strict du terme. Donc, vous vous retrouvez donc que vous avez vendu un capital qui aurait pu faire vivre votre famille pendant presque 20 ans pour un voyage, pour une aventure qui n'a pas de bénéfices, de garantie, n'a pas de garantie, n'a pas de bénéfices visibles et palpables. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on vous a dit, pour ceux qui ont des amis en Europe, ils y vont, ils n'ont pas d'emploi, ils vous vendent un faux petit truc, une illusion. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Tout le monde, j'ai mon frère en Europe, de ce que Samuel disait tout à l'heure, mais qui ne peut pas vous envoyer 5 euros. Parce que quand vous faites une demande de 5 euros, il vous dit non, ça ne va pas. Ils sont là, ils vivent 200, 300 dans une pièce de 20 cm². Et c'est pour ça que vous vendez vos biens. Imaginez-vous les biens qu'il a vendus. S'il a vendu un terrain de presque 500 m², qui aurait pu faire un champ, soit de patates, soit un berger et autres, pour faire en sorte que sa famille vive normalement. on envoie la dame en Europe. Donc il faudrait dire une chose. Notre société aujourd'hui a besoin de retourner à ses valeurs. Retournons aux valeurs simples, l'élémentaire. Quel est mon rôle? Mon rôle, c'est de subvenir aux besoins de ma famille. Est-ce que j'ai besoin, pour qu'on me voie, que je filme un plat où j'ai mangé au Colisée, que tout le monde sache que je peux avoir un iPhone 14 Pro Max? Et c'est ça qui fait en sorte que notre société aujourd'hui va à la dérive. Tout le monde vit bien. Merci. Hein. Alors, Alain Douk, c'est vrai que c'est la dame qui est venue vous voir, hein, c'est la dame qui dénonce. Je soupçonne qu'elle veut faire fière figure. Vous avez dit qu'elle a déjà le visa, il est déposé. Bon, si la dame est donc aussi sincère comme elle veut
le faire croire que la dame abandonne non simplement d'aller en Europe pour montrer toute sa sincérité. Vous voyez qu'il y a tout un dilemme dans cette histoire. Il y a un dilemme. Il y a un choix cornélien, tant au niveau de la dame qu'au niveau du monsieur. Ce que nous retenons quand même parfait, c'est, vous voyez à quel point le manque d'argent peut émasculer un homme. Nous vivons avec une société où beaucoup de personnes sont malades. Hein. Vous savez, on grade les niveaux de névrose. Ouais. C'est une société de personnes malades, et pour plusieurs raisons. Moi, je pense que le monsieur subit un trauma. Il vit cette situation comme Ibrahim a expliqué. Il était en apnée et là, il va respirer parce que la pression qu'il subissait du fait de ses responsabilités avec lesquelles il avait maille à partir, pour lui, il vit ça comme une libération. Mais alors, j'ai comme l'impression qu'il y a une stratégie à la Bonnie and Clyde, c'est-à-dire que, messieurs, les Camerounais sont très forts, hein. Les Camerounais sont très forts parce que peut-être qu'ils vont se mettre là en coaction. Madame va arriver là-bas pour un mariage avec un blanc fortuné, un mariage qui ne va pas durer longtemps, mais où en sortant là avec le divorce et tout, elle va rester avec bien des choses. Un bon nombre de biens. Voilà. Donc ne jouez pas avec les Camerounais quand ils mettent leur ingénierie en eux. Méfiez-vous, méfiez-vous. Donc, on est dans le genre de schéma en question. Vous voyez que cette histoire de oh machin, attends, elle est allée avec un autre machin, vous voyez, et on arrive à un niveau où tu commences à relativiser sur ces choses. Tu commences à philosopher. Ça c'est rien, c'est rien. Pourquoi? Parce que l'enjeu ici c'est le lucre. Vous voyez que la mesure de toute chose désormais, c'est la gagne, c'est l'argent. Il se projette. Il dit non, chérie, je suis prêt même moi-même à investir le reste sur l'océan de misère que j'ai, parce que je sais que ça va rapporter. Et il se voit donc, vous voyez, l'époux, ou l'ex-époux de l'ambénguiste, qui rentrera là, commencera à envoyer un certain nombre de choses au pays. Dès qu'il se miroite ça, ben, il s'accorde plus aucun raisonnement. Et là, il trouve qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Et bon, je pense que c'est aussi fait un monde de facilité. Hein. On aime trop les options faciles. Parce que l'autre option, justement, parfait, c'est d'aller. Toi qui me posais la question, pourquoi il ne reste pas? Mais c'est d'aller. Mais sur la base des engagements, quand on sait qu'en couple, on s'aime. Et là, elle sait que là-bas, il y a nombre de petits métiers, d'autant plus que sa soeur est déjà clairement intégrée. Ou pour elle peut faire venir quelqu'un. Voilà, elle pourra faire un certain nombre de petites tâches que la base des gens n'aiment pas faire. Très bien. Et qui payent plutôt bien et soutenir son époux et venir selon un calendrier de je ne sais pas moi, quand il sera plutôt stable là-bas au bout d'un moment, venir tous les 3 mois, je sais pas moi quoi. Et voilà, et de fil aiguille peut-être, voilà, revenir carrément au pays ou faire monter son époux là-bas. Moi, je sais pas. Allons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour, parfait. Ceux qui parlent de valeur en studio là, qu'ils prient Dieu que cela ne leur arrive. Nos épouses sont avec nous tant qu'elles n'ont pas réussi à avoir le vice. C'est pas à rire. Ce monsieur gère parfaitement sa déception. Toutes les femmes ont un plan B. C'est Michel. Ah bon? Ça peut nous amener à réfléchir. Comment on est marié aujourd'hui? Ibrahim relative quand même. Pas toutes les femmes. Une bonne partie des femmes ont un plan B, mais pas toutes. Alors bonjour l'oncle de la modération pour la dénonciation. L'option d'investir sur sa femme est le pire des choix qu'il a opéré. Il pourrait placer ses biens et investir sur place. Ne dit-on pas souvent que l'Europe n'est pas le paradis? C'est l'épicurien au Poutine d'Mbankolo. Un autre message ce matin. Quand on dit que tu es épicurien, est-ce qu'on doit s'en vanter? C'est un peu une insulte, non? C'était une philosophe, c'était derrière une philosophe. Non, mais dans notre genre, l'épicurien, c'est pas sérieux, c'était des gens lascifs. C'est une philosophie de la vie. Je sais. C'est également un plaisir. Elle est immorale. Et le plaisir fait partie de... C'est le plaisir à tout prix, à tous les prix, les épicuriens. Des grands jouisseurs, hein. Comme on en a ici, on en a ici, on a que ça. Oh, ce sont plateau?
karaté de notre temps. Non, je ne dirais pas. Bonjour monsieur, 10h11h52, qui dit mieux? Ce monsieur prend simplement les devants pour ne pas être frappé par un violent AVC, car il sait pertinemment qu'étant là-bas, sa femme ne restera pas de marbre. Ce qu'il redoute arrivera certainement. Pourquoi ne pas profiter de la situation? Ce monsieur doit même être nommé dans le futur gouvernement, tant attendu, car c'est un visionnaire. Il a un mindset très élevé. C'est Maxime Wundam depuis Vorada. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? À demain 10h. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait. Ce monsieur est un bandit. Sa femme bandite. Elle a voulu déjouer l'homme. Le monsieur bandit lui a juste montré qu'il la comprend et que c'est même son souhait. Elle peut faire quoi? En tout cas, réellement, ces gens ne s'aiment pas. C'est Baya depuis Garoua. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait. Bonjour, perfecto Ronaldo. Moi, je m'appelle Ronaldo. Par rapport à la dénonciation du jour, le papa là est prévoyant. Il est bien plus riche que sa femme pense. C'est un sage. La traversée de la Méditerranée a tendance à retourner les cœurs, changer les sentiments, revoir les promesses. Et ce papa connaît l'amour. Il ne retient pas sa femme tant aimée, comme cet adage qui dit « On ne peut t'empêcher le vent de vanter ». Et peut-être, perfecto, le bantou que je suis pense également que le monsieur a consulté l'Ongambi. Et on lui a montré l'avenir. Et la mère là, le bloquait. Grand frère Alain, donc, ce n'est pas de l'émasculation, mais une séparation à l'amiable. C'est Icolo. Une séparation à l'amiable. Hein. Alors, prenons cette intervention. Que dit le téléspectateur? Bonjour, parfait. C'est monsieur Bayokolak depuis Douala. Mon intervention porte sur le réalisme. Il a dit tout haut ce qui est certainement dans l'esprit de sa femme. Ok. Donc la femme l'a lancé le caillou, comme disent les Ivoiriens, l'oiseau a vu. Alors, un autre message très rapidement là. Quelqu'un me parle de la fraude aux allocations familiales. Je ne sais pas s'il regarde la même télévision que nous. Alors, prenons rapidement ce message. Bonjour, parfait, salut à tous les démineurs. La dénonciation d'Alain m'inspire deux réflexions. La première est que le monsieur sait pertinemment que sa femme cessera d'être sa femme dès qu'elle sera arrivée en Occident et lui fait savoir qu'il ne se fait plus d'illusions sur leur couple. La deuxième est que le monsieur aime profondément ses enfants. Il sait que son salut ne viendrait que de ses enfants dont il a intérêt à assurer l'avenir. Il rappelle donc à son épouse qu'elle ne doit jamais oublier qu'elle y va pour le bien de la famille. C'est Jackson de Chinga Village. Il y a Ibrahim qui veut absolument encore dire en deux mots. Allons-y, Ibrahim, en une minute. Tout à l'heure, j'étais submergé par l'émotion de cet homme dévasté. Et on n'a pas vraiment proposé une solution. Est-ce qu'on va laisser les autres hommes qui seront en difficulté se faire arracher leurs femmes? C'est vraiment une chose sur laquelle il fallait réfléchir. Et quand je méditais là, j'ai réfléchi à deux choses. Un conseil que je m'aurais donné pour que cela ne nous arrive pas à nous. C'est une loi qui est inévitable. Il y a un temps pour tout. Un temps pour rire et un temps pour pleurer. Chacun d'entre nous ici, et même ceux qui nous suivent, à des moments vous avez un peu d'argent, à des moments vous n'en avez plus. Le monsieur au départ en avait, puis il n'a plus eu. Et on a un cas de figure comme ça dans la Bible de Joseph de 7 années d'abondance et de 7 années de disette. Et je voulais en fait que ceux qui nous écoutent comprennent aujourd'hui que s'ils ont un peu, qu'ils fassent ce que Joseph a fait, qu'ils fassent des épargnes, des placements stratégiques, des stockages stratégiques pour la période qui va arriver où tu n'auras pas. Il y a aucun homme qui a de façon abondante, de façon continue. À un moment tu as, à un moment tu n'as pas. Pendant que tu as encore, pour conserver ta dignité pendant que tu n'auras pas. Parce qu'il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Commence à investir, à prendre 10% d'actions là-bas, à faire un placement dans le pays, que d'aller subir ce que je viens de voir là. Sauf que parfois tu commences à peine à vouloir te licher les doigts. Voilà. Il est plus facile de diriger une crise que de diriger l'abondance. Quand vous êtes en crise, vous dites non, on doit serrer la ceinture. Je dois envoyer 100 fois ici, je dois économiser ça. Mais quand vous êtes dans l'abondance apporte l'insouciance.
je peux me permettre de ci, je peux me permettre ça. Donc à un moment, réfléchissez vraiment au fait que lorsque vous avez un peu, ne soyez pas insouciant, mais placez-vous stratégiquement pour ne pas dire ça. Parce que je ne souhaite vraiment pas que ce que je viens d'entendre là arrive encore un autre Cameroun. Mais Ibrahim, ça c'est lorsque nous sommes dans une société normale. Non, peu importe. Bon, si nous sommes dans une société anormale, cette hypothèse ne peut pas tenir. Puisque il y a des gens qui ont des temps d'abondance pendant 35 ans, pendant 45 ans d'abondance. Pendant ce temps, les autres ont 45 ans. Une seule question. Je suis en train de sacrifier pendant 45 ans. Je suis en train de parler camerounais. Et la question que je pose, Mwandiok, avez-vous que des temps d'abondance? C'est à vous que je parle, c'est à votre voisin et c'est à Londouk. Mais lui, nous ne sommes pas des abondants. Nous ne sommes pas des Camerounais qui ont l'abondance. Il y a des Camerounais qui ont l'abondance pendant 50 ans. Ils sont toujours au pouvoir, ils ne vivent que de l'abondance. Pendant ce temps, nous attendons pendant 45 ans, nous sommes dans la misère et dans les vaches maigres. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? la réalité est j'ai l'impression qu'on n'a pas bien suivi Ibrahim. Attendez d'abord, je vous relance. Ibrahim dit ceci: lorsque vous êtes en période d'abondance, il faut se dire que les choses peuvent changer. D'accord. Cependant que vous êtes en abondance, épargnez un peu, faites des placements à gauche et à droite, en se disant que si demain les choses changent, il ne faudrait pas que vous tombiez dans la situation du monsieur. Avec 30 secondes, un employé du Madjeni qui a 40 mois d'arrêt de salaire, vous allez demander à un bel exemple. Bon, il y a le gars, à peine il commence à toucher son 500 000 là sur un an, le voilà qui est déjà débouté. Bon, on peut travailler où pour avoir d'abord 500 000. On a un SMIC de 36 000. Samuel, vous allez même loin. Il y a des gens aujourd'hui, depuis qu'ils ont fini leurs études, depuis qu'ils ont fait des formations professionnelles, qui n'ont jamais eu d'emploi. Voilà. Comment est-ce que vous allez demander à cela de mettre de côté? Parce que vous prenez seulement les exemples. Par exemple, du Madjeni, eux au moins ils ont eu la possibilité d'avoir un emploi. Mais je vous dis, dans nos quartiers, 40 mois, ton épargne est finie. Non, dans nos quartiers aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait presque 30 ans sans emploi. Vous allez leur demander de mettre de côté comment? Et c'est notre société qui... Et il faut vivre tous les jours. Et il faut vivre tous les jours. Ils mettent quoi de côté? Et le coût de la vie ne fait Pendant ce temps, il faut mettre de côté. Est-ce qu'on met l'espoir de côté? Les personnes ont 40 ans d'abondance, 60 ans d'abondance. Ils ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Moi, j'ai mon principe depuis environ 4 ans. C'est que l'amour est bien. Il existe d'ailleurs parfois. Mais je parle aux hommes avec petit H. Cherchez l'argent. À tout de suite pour la suite.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout votre émission Espace Mini. Nous sommes dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat. Nous vous l'avons dit ce matin, nous parlons encore de l'argent, mais avec un ancrage bien particulier dans le domaine entrepreneurial. Quelle est la place de l'argent dans une entreprise? Ibrahim Maxime Julien, tu nous plantes le décor. Merci Perfecto pour la parole qui est donnée. Quelles sont les fonctions de l'argent? Quel est le rôle de l'argent en entreprise? Aujourd'hui, il devenait très déterminant et important de se poser cette question-là parce que parfait, nous tous, on voit ce qui se passe en entreprise. On voit à quelle fonction l'argent est souvent alloué. Et il y a des rôles que l'argent ne doit pas jouer. Et il y a des rôles à la base auxquels l'argent doit être assigné. Avant de répondre à quels sont les rôles que l'argent ne doit pas jouer, je vais demander à la réalisation de nous permettre d'examiner les 5 fonctions principales que devrait jouer l'argent en entreprise. Parce que l'argent que vous recevez en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que gouvernant, en tant que formateur, la première chose qu'il faut savoir, c'est que votre argent ne vous appartient pas. L'argent de l'entreprise n'est pas votre argent. C'est pas parce que l'argent a eu un grand marché que tu vas dire, bon, justement, je rêvais d'une Jetour depuis 2 ans. Et tu achètes ta Jetour. L'argent de l'entreprise ne vous appartient pas. Regardons, est-ce que tu peux zoomer pour qu'on lise très bien, sur tout l'écran? On va reparler des 5 fonctions de l'argent en entreprise. La première fonction de l'argent, depuis l'histoire, depuis l'Antiquité, c'est que c'était un moyen d'échange. Regardez, zoom encore, il n'y a pas de souci. Même si je ne parviens pas à lire toutes les 5 fonctions-là, zoom encore. Je veux que les gens d'entreprise regardent ça bien. Centre même ça, tu rezoomes même encore. Oui, ça, zoom encore bien. Tu recommences au premier, la moyen d'échange, parfait. À l'époque, on échangeait 3 poulets pour un sac de riz. Ça s'appelait le troc. Ça s'appelait le troc. Maintenant, tu peux vendre les choses sur l'argent permet d'acheter, c'est un moyen pour échanger, payer les transports, payer le loyer, payer les factures, payer les salaires. C'est le troc qui est devenu modernisé. Si un chef d'entreprise a l'argent à l'entreprise, l'une des premières fonctions, c'est acquérir les choses, c'est acheter les choses, c'est s'expandre, c'est investir, ce n'est pas acheter la rumeur. L'argent est un moyen d'échange en entreprise. Deuxième chose, l'argent c'est un étalon de mesure. C'est-à-dire que c'est une unité de compte. À un moment en entreprise, comment est-ce qu'on fait en fait pour pouvoir comparer 3 heures de travail à 2 litres d'huile ou à une publicité sur Facebook? C'est avec le référentiel de argent. Ça coûte combien? Et lorsque vous n'êtes pas capable d'étaler, vous avez fait appel à quelqu'un, il est venu travailler pendant 3 heures, 2 heures, 4 heures, vous ne prenez pas ça en compte, en fait votre coût de revient, vous n'allez pas pouvoir l'examiner. Et si vous n'êtes pas capable de connaître exactement combien ça vous revient, de faire ce que vous faites là, êtes-vous sûr réellement que vous réalisez des bénéfices? C'est l'argent qui nous permet de savoir ce genre de choses-là. La troisième chose ou troisième fonction de l'argent, c'est que c'est un stockage de valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il permet de garder la valeur dans le temps. Au lieu d'aujourd'hui acheter la tomate de 100 000, en espérant que bon, ça va tenir et être conservé pendant 6 mois, prenez les 100 000, mettez dans un compte bancaire et vous allez acheter la tomate dans 6 mois. Mais on a des chefs d'entreprise qui ont de l'argent, mais on se rend compte qu'ils ne stockent pas d'argent, ils ne font pas de réserve pour les périodes qui arrivent. Ce n'est pas une bonne gestion d'argent. Il y a des gens, tu te rends compte qu'à un moment, tu dis que il n'y a plus d'argent, on ne peut plus payer les salaires. On ne peut pas payer les salaires, comment? Il fallait faire un stockage de valeur avant. Et si tu maîtrises mal ça, parfois ici, l'argent devient comme une corde ou un rouleau à ton cou. On est devenu un levier. Les dettes et les ajouter dans les cagnottes là. Je laisse ça. Et je voulais insister en termes de stockage de valeur. Que ce qui nous intéresse, c'est la trésorerie. C'est ce qui te permet de suivre au moins 2-3 ans. Est-ce que tu as une trésorerie fournie? C'est la priorité d'un chef d'entreprise, de continuer à développer la capacité de sa trésorerie. Le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Le chiffre d'affaires avance. Ce qui est intéressant, c'est le bénéfice. Et la trésorerie, c'est le repère, c'est ta réalité. C'est pas parce que tu vas me dire que tu as fait un chiffre d'affaires d'1 milliard que forcément tu as gagné si tu as dépensé ou tu as eu des coûts de 1 milliard 200 millions. Non. C'est pas en fonction de ce que tu vends. L'argent là, il doit y avoir des stockages stratégiques pour que les gens arrêtent d'être virés après leur premier boulot. Parce qu'il n'y a plus suffisamment d'argent pour continuer à les payer. C'est à ça que sert l'argent. La quatrième fonction de l'argent, c'est un unité de paiement différé. C'est-à-dire qu'on peut prêter de l'argent, comme plusieurs personnes prêtent de l'argent pour acheter des machines, mais en même temps, ils doivent également vendre des choses à crédit. Or, nous, on s'est prêté, on ne vend pas à crédit. On ne sait donc pas équilibrer cela.
Et si on fait ça, on va encore s'enfoncer dans les dettes. La dernière fonction de l'argent en entreprise, parfait ici, c'est que l'argent est un révélateur de performance. L'argent est un indicateur. Si ton projet est sain ou malade, c'est l'argent qui va te dire. Et pour ça, tu n'as qu'à regarder les bénéfices nets. Est-ce que tu as vraiment des bénéfices? Est-ce que tu as vraiment des marges? Est-ce qu'il y a un cash dans la trésorerie? Si ces éléments, parfois ici, ne sont pas là, sache que tu es déjà dans l'undem. Pour parler comme les plus jeunes au Cameroun. Merci, hein. Merci Brahim, Maxime, Julien pour cette formidable démonstration. Rodrigue, Adalbert et Vina, finalement, l'argent est au centre de l'entreprise, mais il faut savoir l'utiliser. Et Ibrahim a insisté sur, en fait, l'argent qui tombe en entreprise, ce n'est pas forcément pour que le principal manager s'offre une voiture de luxe, alors qu'on pouvait mieux faire avec le même argent concernant la même entreprise. Pas fait ici que ce soit une entreprise privée ou publique. Dès lors où on parle déjà d'entreprise, c'est un projet de service public. C'est pour ça que cet argent ne doit pas vous appartenir. Et je pense qu'il faut davantage multiplier des formations dans ce sens, des moments de sensibilisation à l'attention de ceux qui souhaitent entreprendre. Parce que le problème, effectivement, au Cameroun, c'est que dès que quelqu'un met une structure sur pied, il vous dit de façon brutale que c'est ma chose. Ici, on fait ce que je demande. Il y a des chefs d'entreprise avec qui Ibrahim s'il ne peut pas s'entendre. C'est clair. Avec les grosses théories d'Ibrahim. Voilà, qui n'aime pas. Donc vraiment, toi, tu vas. J'ai des adversaires haut placés à cause d'espace minier. Ah bon? Je vous assure. Oui. Je vous assure. Donc, ça peut vous dire parce que mais votre patron va vous demander, mais quand vous parlez de placement dans des comptes, je dois fournir, entretenir la trésorerie. Et le type de meurt, qui reste manger tout ça. Ou un tout petit peu. C'est-à-dire que nous sommes des sociétés où l'individualisme, l'égoïsme monte tellement en puissance. Et effectivement, moi j'étais dans des entreprises comme ça. Le patron sait que à la fin du mois, l'entreprise a réalisé des bénéfices, il va à la comptabilité, on lui dit, monsieur, c'est 30 millions, telle entreprise a fait 30 millions, telle autre a fait 5 millions, telle autre a fait 4 millions. Il demande au comptable que ça fait combien? Ça fait 39 millions. Dès qu'on lui donne le chiffre total, il dit, le salaire des gars pour le mois, c'est combien? Et le comptable lui dit, bon, il faut dégager 4 millions par là. Il dit, ça reste combien? 35. Il dit, tout ce qui reste. Donnez-moi. Non, donnez-moi. Il pense que c'est pour la villa. Il pense que c'est pour la nouvelle coupe de voiture. Junior a eu le bac, c'est ça? D'accord, il faut que je fasse ça. Contactez-moi un pasteur là, et la chorale. Je veux la sonne. Le gars vous conduit vers là. Le mois qui suit parfait à ici, l'entreprise ne réalise donc pas le même bénéfice. Les employés ont quand même travaillé. Ils attendent le salaire. Où est le salaire? Il y a crise. Il appelle ça tension de trésorerie au niveau de la comptabilité. En fait, il n'y a pas d'argent. Donc moi, je pense que beaucoup d'entreprises ruinent les énergies des employés. C'est pour ça que bon nombre d'entreprises, vous n'allez pas trouver que les employés sont déclarés à la CNPS. Pourtant, l'entreprise réalise les bénéfices. Et vous vous retrouvez donc avec des employés qui, au soir de leur carrière, ne savent pas où commencer. Parce que les patrons, en réalité, dans cette gestion gravement opaque, totalement égoïste, je voudrais dire à la limite cruelle, méchante, n'ont passé le temps à penser qu'à eux. Et un employé
qui a donné de son énergie dans une entreprise pendant 10 ans, pendant 15 ans, qui n'a jamais été déclaré à la CNPS véritablement, même pendant 2 ou 3 mois seulement, comment il fait au soir de sa carrière? C'est pour ça qu'il faut intégrer le fait qu'effectivement, l'entreprise, vous ne la faites pas fonctionner seule. Vous la faites fonctionner avec vos employés, vous la faites fonctionner avec le public. Par conséquent, il n'y a pas que vous. Il y a aussi la vie des autres, les carrières des autres, l'avenir des autres. D'où la gestion rigoureuse de cet argent-là, non seulement pour vous, mais au bénéfice de tous ceux qui accompagnent le projet. Je pense que la démonstration de M. Ibrahim doit vraiment parler à la nation, doit parler à tous les petits princes qui pensent que dès qu'une entreprise est mise sur pied, voilà, c'est leur chose, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Je dis non. Moi, je dis même à ceux qui cherchent l'emploi, n'ayez pas peur de les dénoncer. Ne vous obstinez pas à vous vanter que je travaille dans telle ou telle entreprise à partir du moment où votre avenir est entre parenthèses comme ça, avec un patron. Mais vous avez vu des médias au Cameroun qui étaient les médias des seigneurs. Les gars étaient des patrons. Mais dès qu'une femme qui est artiste avec un postérieur un peu volumineux secoue comme ça, le patron a déjà claqué 100 000. Il a claqué 200 000. Mais les journalistes travaillent comme des diables, comme des esclaves. Vous voyez un peu, ils n'ont pas la salaire à la fin du mois. Donc, il y a trop d'entreprises comme ça. Arrivez dans les snack bars, par exemple. Là-bas, c'est grave. Mais vous trouvez une fille qui travaille, elle met vraiment de son énergie. Mais quand la fin du mois arrive, on fabrique une fausse histoire de qu'elle n'a pas son salaire. Voilà, de manquant pour ne pas payer son salaire. Il y a des restaurants, il y a des supermarchés, il y a des boulangeries, il y a des structures comme ça. C'est parce qu'en fait, à la base, cette gestion est comme ça. Les gens ne comprennent pas que l'entreprise, ils l'ont fondée, ils ont une idée, mais cette entreprise vit parce que d'autres personnes s'impliquent et donnent de leur énergie. Merci Rodrigue. Samuel Mbonjok, est-ce qu'à un moment donné, ça ne devrait plus être seulement le problème des employés qui, pour la plupart, sont d'ailleurs impuissants? Est-ce que l'ordre gouvernant ne devrait véritablement pas s'immiscer auprès de ces entreprises bizarres que Rodrigue a cité entre guillemets tout à l'heure? Est-ce que le gouvernement ne devrait pas frapper la main sur la table pour qu'il y ait plus ou moins une gestion adéquate? Merci, parfait, pour cette orientation, parce que quand j'ai vu votre thématique, quel est le rôle de l'argent dans l'entreprise? Quel est le rôle de l'argent en entreprise? Déjà, il faut comprendre que l'entreprise, c'est d'abord une organisation économique. Une entreprise, ce n'est pas une philanthropie. Pas du tout. Ce n'est pas c'est pas l'humanitaire. Pas du tout. C'est-à-dire que quand on parle d'entreprise, c'est une organisation économique qui est juridique. C'est pour ça qu'il y a des registres de commerce, il y a des documents à faire au niveau de la justice où vous avez un registre de commerce, une carte de contribuable. Ça veut dire que vous êtes une entité de l'État, dont l'État vous confère une part de son pouvoir pour exercer dans le domaine pour lequel vous êtes. Donc vous êtes un partenaire de l'État. C'est donc pour cette raison que quand vous me posez la question, l'État doit donc avoir un droit de regard, puisque l'État vit de ces contributions que les entreprises apportent à travers les impôts, la fiscalité et autres. Donc il est important lorsque nous sommes dans une société normale. C'est pour ça que vous allez toujours me voir revenir sur le cadre de société normale. Parce que lorsque nous sommes dans une société anormale, mais vous pouvez vous-même constater dans les analyses que nous faisons ici, si nous sommes dans la normalité, ou nous sommes dans la normalité avec cette fois-ci l'apostrophe. Donc, vous allez donc comprendre que l'argent est fondamental. Parce que l'argent est l'outil qui permet à une entreprise de tourner. Si c'est en prestation de services, si c'est en bien, il faut acheter, il faut vendre. Si c'est des prestations, il faut toujours faire intervenir de l'argent parce que c'est l'unité qui permet de quantifier la croissance d'une entreprise et la part qui doit revenir aux différentes parties prenantes, les employés, les partenaires, l'État et autres.
Donc, l'État, quand on parle du budget de l'État, le budget de l'État tient compte de cette contribution des entreprises-là. Donc, si on a donc un budget qu'on ne veut pas performant, on va abandonner le secteur des entreprises. On va dire que c'est le secteur privé et tout. Et pourtant, vous voyez bien comment les organisations, le GICAM, à l'époque c'était le GICAM, on a créé le GICAM, on a créé ECAM, aujourd'hui on crée GICAM. Ça veut dire que même au sein des organisations de l'entreprise privée, on crée toujours le grabuge pour faire du désordre. Et pour venir installer qui à la tête du patronat, toujours les fonctionnaires qui se sont retrouvés être des opérateurs économiques et qui viennent fausser les données. Donc, Maxime parle si brillamment, ça ce sont des amphithéâtres. Mais maintenant, ça sont des théories des amphithéâtres. C'est très beau à écouter. Mais sauf que les qui créent les entreprises au Cameroun, sont des gens qui n'ont aucune éducation, aucune formation, pour la plupart. Et qui sont en train de former et qui sont même, je veux dire, réfractaires à ceux qui maîtrisent, ceux qui connaissent, parce que quand il n'aime pas ce genre de collaborateurs, parce que lorsque quelqu'un a créé son entreprise et que tu viens comme Maxime, tu viens lui apprendre comment vraiment la théorie a fait ceci, il dit mais je crée ma chose, tu viens me montrer ma chose. Vous comprenez donc lorsque on est dans une société, je connais un patron qui avait nommé un DG. Le DG a commencé à travailler. C'était un DG très compétent, il travaillait bien et tout. Mais le patron, parce que parfois vous avez un DG compétent, hein, mais le monsieur qui a la structure ne lui trouve pas que c'est bien. Ce qui dérangeait le promoteur était que le DG mettait la bouche partout, les yeux partout. Voilà. Et surtout au niveau de la gestion de l'argent. Après, de temps en temps, quand le DG vient, il apprend que non, le promoteur a appelé la caissière et il a demandé virez-moi 300 000, virez-moi 500 000. Le DG comprend que ce n'est pas bien. Ça, c'est une gestion comme c'est une épicerie. Il trouve que c'est une gestion villageoise. Il parle un peu comme Ibrahim. Il est donc allé voir le patron. Il a dit au patron que bon, voilà, tel que je vois là, cette affaire-ci ne peut pas marcher. La gestion n'est pas bonne. Vous gérez comme une épicerie. Moi, je vais revenir à l'orthodoxie. Pour que vous preniez de l'argent à l'entreprise, il faudrait que nous sachions ce à quoi cet argent va servir. Le DG m'a dit que je dois lui donner l'ordre. Le DG m'a lui dit que je dois l'ordre. L'argent ne doit plus sortir n'importe comment. Il a dit à son DG, laisse-moi gérer cette entreprise, donne-moi seulement 1 an et nous faisons le bilan. Le DG est resté là, il dit non, c'est bien. Quand le gars est sorti, il a viré. C'est comme ça. Pour chuter, parfait, ici, je vous dis que c'est donc ça le prototype des promoteurs des entreprises au Cameroun. On a ouvert le monde de l'entrepreneuriat à tout venant. Aujourd'hui, c'est même devenu un slogan. L'entrepreneuriat, on commence à enfourber les jeunes là-bas, entrepreneuriat. Mais on ne peut pas faire l'entrepreneuriat comme ça. Vous savez, moi, j'ai fait sciences économiques, hein, j'ai fait finance et comptabilité. J'ai été en cabinet d'expertise comptable. J'ai commencé d'abord en tant que comptable financier dans les entreprises. Hein. Et pourquoi de ce côté? J'ai dit vraiment, parce que j'avais affaire à des patrons qui étaient comme ça. Et là non, j'ai dit, mais non, moi je vais trouver des patrons voyous. Oui, j'ai trouvé des patrons voyous. Oui, je suis comptable, je viens, je vois les comptes, je dis ici, ça peut marcher comme ça parce qu'il y a. Mais le gars voit que toi, tu veux venir lui apprendre comment lui gère ces choses. Donne-moi 5 millions là-bas, je place là-bas, demain je vais avoir 20 000, je paie ici, s'il n'y a pas de salaire, vous attendez, et puis il ne sait pas que ça joue sur la performance de l'entreprise, des employés qui ne sont pas payés, sont frustrés, et puis ça impacte sur la rentabilité de l'entreprise et tout. Et comme ils sont généralement les hauts cadres du parti au pouvoir, je ne vais pas dire au comité central, ils sont les amis des ministres, ils ont des accointances avec le régime, même les impôts, on peut ne pas payer parce que on a une carte d'un parti politique et tout. Voyez-vous, quand on est dans une société pareille, on n'est plus dans une société normale. On va choisir. Tout ce que tu vas raconter là, ça sera pour les amphithéâtres. Mais la pratique, c'est que les gars vont
installer leur état-major et leur réseau politique, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, parce que même dans la collecte des impôts, la puissance politique agit là-dedans pour qu'il y ait des entreprises qui ont des exonérations, qui ont des immunités, où vous voyez des gens qui font 40 mois sans salaire et que on ne fait rien. L'État doit avoir la possibilité de contrôler des entreprises et de redresser des entreprises, même des entreprises privées. Parce que vous avez un contrat que vous avez avec l'État en tant que partenaire. Et l'État vit de ce partenariat parce que vous payez des impôts qui vont entrer dans le budget de l'État. On n'a pas de route, on n'a pas de potable, on n'a pas d'électricité. Les entreprises sont là, les patrons, les s'engraissent. Ce n'est pas normal. Il y a Ibrahim apparemment qui veut faire la commande en justice et qui conteste. Et j'ai l'objection. Allez Ibrahim. Je ne suis pas ambassadeur du désespoir. Je m'adresse à toute cette jeunesse qui s'est lancée à l'entrepreneuriat. Il y a 4 ans, il n'y avait pas autant d'entreprises aujourd'hui. C'est vrai. C'est parce qu'on parle d'entrepreneuriat, c'est parce qu'on l'encourage, qu'on motive, qu'on les a aujourd'hui. On est de plus en plus pauvres. Non, permettez à Ibrahim de chuter. Je m'adresse à cette jeunesse-là. Ayez une bonne gestion financière. On ne va pas attendre l'État surtout. Ça fait beaucoup d'années qu'on attend l'État. S'il faut que j'attende que, bon Dieu, qu'on convainc les membres gouvernants d'aller regarder comment ça se passe, on n'a pas le temps pour ça. Celui qui gère son entreprise, qui a une vision qui va loin, doit avoir une bonne gestion de son argent. C'est un impératif. Ouais. Hector, quel est le rôle de l'argent, selon vous, en entreprise? Bon, l'argent, c'est... Je vais prendre une image. Nous sommes propriétaires d'un corps et l'argent, c'est le sang. Donc, si vous pensez que vous pouvez vivre sans sang, vous pouvez comprendre le rôle que l'argent a dans une entreprise. Mais avant de revenir dans... je voudrais dire à Ibrahim qu'il a oublié une chose dans son tableau qu'il a fait tout à l'heure, dans le cadre de son amphithéâtre. L'argent, c'est la sécurité. Parce que dans le tableau qu'il a fait, qui m'a plu, il a oublié de dire que l'argent sert de fond de roulement quand tout ne va plus. Dans le tableau qu'il a fait. C'est ça qu'on appelle stockage. Oui, donc moi je lui propose de dire sécurité parce que quand vous sécurisez l'investissement. Voilà pourquoi il y a la trésorerie. Voilà, quand vous sécurisez l'investissement. Tu dis en d'autres mots. Oui, ça donne autre chose. Et maintenant, je voudrais dire une chose. Au Cameroun, on aime les slogans creux, des fourre-tout où on ne met rien. L'entrepreneur aujourd'hui vient répondre à un besoin. Quand vous ouvrez une entreprise, quel est le besoin que vous venez résoudre? Quand vous savez le besoin que vous venez résoudre, vous vous projetez et vous voulez grandir. Ce que vous avez cité tout à l'heure, ce sont de mauvais exemples. Les exemples fabriqués par le fonctionnariat. Parce que ceux-là sont des gens qui viennent gagner des marchés publics, qui viennent répondre à la commande du public, qui viennent répondre à un certain nombre de choses, on a fait des bails à Amsterdam qui partent faire des exportations pour revenir revendre sur le marché public. Ils ne viennent pas répondre à un besoin. Parce que quand vous venez répondre à un besoin en tant qu'entreprise, vous ne vous limitez pas parce que le porteur de projet, lui ne s'occupe pas de l'argent. Il cherche la performance, toujours en train de venir dire, en tout cas, les fournisseurs, nous avions 2 fournisseurs, le mois prochain, il faut que nous ayons 5. Il ne va pas chercher à acheter une tout. Il va dans la performance de son activité, de son entreprise. Et maintenant, il y a un problème. Quand vous venez faire les performances, j'ai la malchance de suivre 30 entreprises au quotidien et je veux prendre 2 cas. J'ai une de mes jeunes cadettes, Zanella Donfa, qui est gérant, parce qu'on aime trop le terme PDG, directeur général, et pourtant qui est gérant d'une entreprise qui s'appelle Transagro. Cette jeune fille a été financée par l'APME dans le cadre du programme Filets Sociaux. Elle fait dans la déshydratation des produits, donc on va dire gingembre et autres. Dans le cadre de ces activités, avoir la matière première, aller dans les champs et le transport. Vous avez dans un pays qui dit promouvoir l'entrepreneuriat, on ne met pas les zones de transport, on ne fluctue pas les données d'échange entre les champs et
et le centre urbain. Connectivité. Il n'y a pas de connectivité pour les entreprises. On sort comment? Et vous allez dans une jeune fille qui a lancé son activité avec moins de 300 000. Quand elle veut certifier son label au niveau de la Nord, vous lui demandez 10 millions. Vous voyez donc que... Jusqu'à 10 millions 10 millions, parce qu'on va vous dire, la page pour la certification à la Nord, c'est 10 000 pour la catégorie 1. 30 000 pour la catégorie 16. Donc vous avez donc... Vous avez donc un ensemble de procédés qui font en sorte que les jeunes entrepreneurs, c'est pas que je dis qu'entrepreneur même, c'est un vocable que je n'aime pas trop. C'est un vocable que je n'aime pas trop. Pourquoi on ne l'aimait pas? Parce que tout le monde est entrepreneur. C'est une illusion. C'est une illusion. Voilà. Non, attendez, quand vous prenez le terme entrepreneur, tout le monde peut regarder dans son dictionnaire. Si vous êtes déjà, vous sortez de chez vous, partez au champ, c'est une entreprise. Parce que vous décidez de faire quelque chose pour avoir de la valeur. Non, justement, formalisé. Maintenant, pour dire qu'il y a des vocables, qui sont de fous-tout, on met tout, on ne met rien. Donc, vous avez donc des personnes qui décident d'aller dans le registre de commerce, donc aller devenir des commerçants. Et que l'État n'accompagne pas. On fait tout pour faire en sorte que ces gens-là ne fassent rien. Parce qu'il y a des goulots de gangrement à tout bout du champ. Donc, vous avez, comment j'appelle, lui, Paul Massing. Lui aussi, il fait dans les produits champêtres. Vous avez donc un pays qui a de nombreux programmes qui disent entrepreneuriat jeune, Piazzi, filet de sociaux dont je parlais. Et on ne vous met pas ensemble les chaînes de valeur. Vous ne pouvez pas décider de financer un transformateur à hauteur de 2 millions. Quelle machine le transformateur va acheter à hauteur de 2 millions? Vous ne pouvez pas. Et en même temps, vous mettez autour de lui une concurrence où des gens, par le biais des... Comment vous avez appelé ça? Accords de partenariat économique, où des gens peuvent venir d'autres pays que je ne vais pas stigmatiser ici et faire entrer dans votre pays des projets manufacturés à moindre coût. Qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce que vous voulez dénoncer clairement? Qu'est-ce qu'il veut dénoncer? Aujourd'hui, le vocable entrepreneuriat, entreprise a un problème, c'est que nous n'avons pas accès à ce que vous appelez argent. Et nous disons, pourquoi est-ce que les entreprises n'ont pas accès à l'argent? Au Cameroun, aujourd'hui, nous n'avons pas ce qu'on appelle les banques d'investissement. Les banques commerciales existent, mais pour faire vivre le poumon économique camerounais à l'heure actuelle, les entreprises ont besoin des banques d'investissement. Alors, tant qu'on n'aura donc pas les banques d'investissement, il n'y aura pas l'entrepreneuriat. Simplement aussi que les banques commerciales changent leur politique. Non, l'État a même créé une banque des PME. Aujourd'hui, mange de sa propre mort. Monsieur Bonjour, je vais sortir par là. Vous avez aujourd'hui, au lieu de remettre l'argent comme on le fait, de manière vulgaire et villageoise aux entreprises, ouvrez des lignes de crédit. Ouvrez des lignes de crédit, faites en sorte que les différentes entreprises qui n'ont pour la plupart du temps des managers mal formés, pour qu'ils ne touchent pas d'argent, qu'ils aillent s'acquérir des besoins de leur entreprise par le biais des lignes de crédit et des lignes d'investissement. Ça existe même, mais il y a la malgouvernance. On a eu le projet de financement de 110 milliards, 102 milliards, aujourd'hui triennal. On a même 50 milliards que le chef de l'État a annoncé dans les prochains jours où les jeunes sont en train d'être formés pour pouvoir soumettre des projets. Mais sauf que à ce niveau également, il y a une malgouvernance qui fait en sorte qu'il y a une inéquitabilité. Dans la partie de cet argent. On va passer la parole à Alain Douk. Les gens ne sont pas habitués à l'éducation financière. C'est tout. Alain Douk, l'argent devrait être là pour le principal manager ou alors l'argent devrait être là pour le bien de l'entreprise. Tu parles d'une question. Il a dit l'argent c'est le sang. Justement, si vous avez un corps et que le corps en question est émacié, c'est comme que vous n'êtes pas en santé. Justement, l'argent, c'est l'unité de mesure de la bonne santé de l'entreprise. L'argent, c'est le carburant. Je dirais même c'est l'énergie qui porte l'entreprise. Alors, quand on parle de capital, la plupart du temps, il faut y inclure
ce qu'on appelle l'argent, c'est-à-dire le numéraire. Pour produire, les amis, qu'est-ce qui vous permet de produire? Déjà même, je dis seulement pour produire, commencer à lancer l'activité. Vous devez rémunérer les talents qui viendront mettre leur force de travail à contribution. Il vous faut de l'argent. Vous avez besoin des machines. L'équipement. Qui va vous les donner la gratos là? Bon, la plupart du temps, on demande de l'argent. Vous voulez les stocks, vous allez les acheter. Vous voulez un certain nombre de prestations, vous les payez. Vous voulez, quelqu'un a parlé là, ton substantif tout à l'heure, la sécurité. Quand vous avez stocké le capital quelque part, il faut me garantir un minimum de sécurité. Vous pensez que le gars qui vient travailler là, il travaille pour rien? Vous allez le payer. Il n'y a plus de salaire. Bien, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, attirer les talents pour venir dans votre beau projet nécessite de l'argent. Maintenant, il y a un département là, la plupart du temps, dans des grosses entreprises qu'on appelle recherche et développement. Si vous voulez innover, tu sais que c'est très important. On te dit, ton produit là sur le marché, bon, il se démarque comment des autres, etc. Sauf que l'innovation, écoutez, les amis, vous avez un coup. Il vous faut de l'argent. Le développement, tout ça. Bon, finalement, vous voyez que l'argent est partout. Sans lui, vous ne faites absolument rien du tout. Oh, c'est là où il y a donc un gros problème. Voilà. Parce que les gens viennent avec de belles idées. Et je suis toujours là, je vous dis la même chose. Les Camerounais, c'est des gens dynamiques, c'est des gens intelligents. Oh là là. Mais l'ingénierie, le fonctionnement du système, de l'écosystème, ne leur permet pas de s'épanouir. Justement. Et s'épanouir ici, pour s'épanouir, il faut avoir une facilité d'accessibilité à cette énergie-là, à cet argent. Alors, on dit toujours, voilà, vous connaissez le Congolais qui avait chanté « L'argent appelle l'argent ». Tu viens avec ton idée, tu dis l'idée qui va donner de l'argent. Le gars te dit que non, pour que moi je rémunère ton idée, il faut que tu me démontres que tu as l'argent. C'est ça, le problème qu'on a donc avec notre système des spécialistes des valeurs du trésor, nos banquiers ici, ils ne veulent pas prendre de risques. En fait, on donne l'argent à celui qui en a. Donc, c'est comme on finit par dire, on donne à celui qui n'en a pas besoin. C'est un peu à ça, finalement, qu'on a. Les banques commerciales. Oui, c'est ça, les banques commerciales. L'État doit donc mettre sur pied. L'État va jouer les exemples. Je ne suis pas trop d'accord avec Maxime, quand il vient toujours pour dédouaner ces gens. Mais qui est le régulateur du jeu dans l'écosystème? Pourquoi est-ce que les 50 milliards, pour ne pas mettre de l'eau, les 50 milliards que le gouvernement veut mettre dans les entreprises, on ne peut pas financer une banque de PME qui est déjà morte du côté de l'ONCAC? Non, mais je dis, j'ai ouvert les comptes là-bas, j'ai fermé ça parce que ça ne sert à rien, la banque de PME. J'ai la Ça sert. Ah, ça sert à certains. À payer les salaires des fonctionnaires qui travaillent là-bas. Non, il faudrait qu'on se dise une chose. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris de l'argent à la banque de PME, mais comme l'État est insolvable, qui ont financé des marchés publics. Et l'État. Non, parce que quand vous dites que ça ne sert à rien, il y a des gens qui sont allés prendre de l'argent. Et comme l'État est insolvable, l'État ne paye pas les entreprises. Nous qui sommes assis sur ce plateau, nous avons des problèmes avec les entreprises, avec parfois nos employés. Pourquoi? Parce que vous faites une prestation ponctuelle. On vous paye 3 ans plus tard. Très bien. Vous avez pris un crédit à la banque des PME. Après, la banque de PME est derrière vous. Et pourtant, l'État ne paye pas. Ah, on va pourquoi elle s'est dit les choses. Alors, on va chuter. Vous ne pouvez pas accuser la banque des PME. On vous a compris. L'insolvabilité de l'État. Alain Douchet. Chaque État, chaque gouvernement sérieux doit avoir sa vision du développement. Et dans l'écosystème productif, on sait exactement par rapport à la perspective du développement, le rôle qu'on va assigner à chaque entité, type d'entité qui se retrouve dans l'écosystème en question. Le système bancaire, on a la vision, on sait ce qu'on attend de vous. Et on vous dit, si vous voulez évoluer dans notre écosystème par rapport à la vision qui est la nôtre, voilà ce que vous devez faire, messieurs, et vous devez vous conformer. Ouais. C'est ça d'abord. C'est dans un pays normal. Justement, il faut un minute normal. Vous faites comme si pour l'amour de ce pays, je me tairai point. Et je dis, l'argent même est une
énergie qui a fini même par bâillonner même les gouvernants. C'est ça le problème. Il faut avoir beaucoup de charisme pour dire un certain nombre de choses à ceux qui détiennent l'argent. Effectivement. Merci. Allons rapidement au niveau de notre messagerie pour avoir les contributions de ces téléspectateurs. Alors, la fille financée par la PME n'est pas un exemple. Arrêtez la divergence, monsieur. Je pense qu'on s'adresse à toi, Hector. Votre fille là, on dit que c'est pas un exemple. On perd souvent l'occasion d'acquérir un bien assuré en croyant obtenir un plus grand, mais incertain. Bonne émission à vous. C'est Shadow Umba Richard qui envoie cette contribution. Bonjour, parfait. Cet homme doit être condamné. Bonjour à tous. Comme vous parlez comme ça, j'ai l'impression que vous parlez de mon père. Je suis Gounou Christelle en classe de 3e dans la ville de Yaoundé. Et c'est comme ça que son père gère l'entreprise. Il vient un matin, il demande au service comptable, il y a combien là-bas? Voilà. Il y a combien là-bas? On dit, non, il y a 5 millions. Il dit, donnez-moi 4 millions. C'est terminé. Il y a des femmes qui viennent prendre la ration dans l'entreprise du mari. Les nombreuses petites. Mais oui. Alors, un autre message. Bonjour le plateau. Je n'ai pas bien suivi le sujet du jour. Merci. C'est Dr Abba depuis Marois. Pourtant, c'est écrit. Je pensais que c'était pourtant écrit. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas facile. d'électricité là-bas. Alors, nous allons prendre quelques petits soucis avec notre appareil, mais je pense que ça ira. Bonjour Espace Miné et bon mardi à vous. En entreprise, l'argent joue un rôle précis et fonctionnel. C'est le carburant et le thermomètre de l'activité. La distinction clé, c'est que le chiffre d'affaires, ce n'est pas l'argent que l'entreprise possède réellement, c'est ce qu'elle a vendu. Le profit, c'est ce qui reste après les charges. Beaucoup d'entreprises qui vendent beaucoup font quand même faillite parce qu'elles gèrent mal leur trésorerie. Le cash réellement disponible. Un autre message ce matin. Bon, en attendant que tout revienne dans l'ordre, on revient sur le plateau. Non, d'abord Ibrahim. Ibrahim, nous nous acheminons vers la fin de ce programme, mais j'ai encore l'impression que sur ce plateau, les avis sont extrêmement divergents. Est-ce que ça ne va pas dans tous les sens? Est-ce que nous ne devons pas nous appesantir un peu plus, j'insiste, sur le rôle que devrait jouer l'argent au sein d'une entreprise? Oui, il faudrait bien qu'on puisse préciser que l'argent est là pour échanger, l'argent est là pour acquérir, l'argent est là pour permettre en sorte que l'entreprise se développe. L'argent n'est absolument pas là pour votre intérêt personnel. Et c'est parce que certains dirigeants, justement, ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'argent est là et quels sont les rôles de l'argent, qu'on a eu ce candidat qui a dénoncé, là, il est sorti d'une entreprise où il était bien situé, il est allé vers une autre où il n'y avait presque pas, et de fil en aiguille, ça allait de moins en moins, et ça a amené des hommes à perdre leur dignité. Et donc, c'est vraiment très important qu'on se réalise que notre entreprise ne nous appartient pas. C'est une entreprise qui t'appartient à toi, ça appartient à l'État, ça appartient à tous tes employés qui sont avec toi. Et d'ailleurs que tu as intégré ça, parce que l'État compte sur toi. Quand tu viens lui dire, tu dis, je vais créer une entreprise, j'ai un projet, je vais faire ceci, elle dit, ok, tu vas de mon partenaire, je vous donne les papiers officiels. C'est parce qu'elle sait que tu vas recruter 2 personnes, 3 personnes qui vont sortir du chômage. Et quand ces 5 personnes arrivent chez toi et que tu ne les gères pas, tu deviens égoïste et tu voles la promesse que tu as faite à l'État, tu es malhonnête. Et à cette petite fille qui a demandé si on doit l'enfermer, elle a sa réponse. Au TEP, à vous, monsieur parfait, ici, j'achète l'argumentaire du monsieur du PCRN. L'argent dans l'entreprise, c'est comme le sang dans le corps. Il doit circuler, pas s'accumuler au cœur, jusqu'à l'étouffer. Son vrai rôle est triple. Nourrir le développement, mesurer la pertinence et récompenser la prise de risque. Pas un but, un carburant, pas une fin, un moyen. Le jour où l'argent devient la finalité, l'entreprise bascule. Elle ne crée plus. Elle extrait, elle ne sert plus, elle suce. Elle oublie que le profit est une conséquence de l'utilité et non l'inverse. Une entreprise qui ne pense qu'à l'argent est déjà morte. Elle ignore juste encore. C'est ça qu'est l'humble ignorant. C'est vrai que ça amène à réfléchir. Et si on ne pense donc pas à l'argent, on fait donc comment l'entreprise? Oui, Samuel. Oui, moi, ce sur quoi je voulais revenir, c'était au niveau du financement des entreprises. Parce que quand on parle de l'argent,
il y a une autre manière d'avoir de l'argent dans l'entreprise, c'est à travers les financements. Et nous avons une difficulté d'accès au financement des entreprises au Cameroun. Pourtant, nous avons des guichets de financement qui sont parfois annoncés en grande pompe. Nous avons des lignes 94. Vous avez vu comment des gens sont enrichis à travers ces lignes, parce que l'État, à travers le Minepat, donne également la possibilité de soutenir des entreprises, des initiatives. Nous avons le programme triennal spécial jeune depuis 2016 qui est encore en cours jusqu'aujourd'hui. Triennal, c'était pour 3 ans. C'est qui n'est plus 102 milliards. Nous sommes encore en 2026. Le plan est encore en cours. On n'a jamais fait le bilan de ça. Mais qui ont bénéficié, quels sont les avancées? Peut-être qu'il faut aller au ministère de la Jeunesse pour avoir... Mais ils sont des journalistes. Ils vous disent qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de bilan, rien. C'est même pas comme du ministère de la Jeunesse. Du ministère de la Jeunesse, on va se comprendre qu'il y a des jeunes qui ont reçu de l'argent et qui ont mis sur pied des entreprises. Donc, si on a 2 ou 3 qui peuvent sortir du lot, mais il y a une masse de flot qui encadre cela, et il faut donc que l'État mette sur pied des mécanismes de financement des entreprises qui sont équitables pour toutes les entreprises, afin de pouvoir prendre la parole, on vous la donne. J'insiste à prendre la parole pour dire que l'exposé de M. Ibrahim est suffisamment utile. Mais c'est utile pour le Cameroun nouveau, le Cameroun qui viendra, pas le Cameroun actuel. Moi, je mène un combat, vous voyez un peu, dans le secteur du travail. Ce sont des institutions qui sont publiques, qui encouragent beaucoup de patrons d'entreprise à être comme ça. C'est pour ça que je suis déçu par M. Grégoire Ouna. Je suis déçu par toutes ces institutions qui doivent sécuriser les droits des travailleurs, par exemple. Mais Grégoire, elle ne fait que son travail. Vous connaissez le nombre d'inspecteurs du travail qui sont corrompus? Mais Grégoire n'est pas inspecteur du travail. Écoute, ce sont des collaborateurs. le patron Ce sont des délégués régionaux, ce sont des délégués départementaux, ce sont des gens, en réalité, qui arrivent dans les entreprises et qui ne s'intéressent que à leurs petites enveloppes. Je voudrais dire à M. Moukoulou-Vondo qu'il travaille bien, mais il faut qu'il tienne la chicotte. Parce qu'autour de lui, il y a des gens qui saquent son travail. Il y a des entreprises qui exploitent le bois. Les enfants du Cameroun travaillent dans ces entreprises, qui sont accidentés, qui sont parfois abusivement licenciés, qui ont tous les accidents. Mais vous ne voyez pas une réaction institutionnelle qui est importante. Je dis que quand un Chinois prend son téléphone, monsieur ici, pour vous mettre mal à l'aise, mais c'est tous les colonels qui arrivent, hein. Dans l'instant qu'il a bipé, il n'a même pas... C'est compris. Bonjour, Espace Miné. Vraiment, votre émission est citoyenne et votre thème est vraiment engagé. Je viens vous dire qu'il existe une école d'hôtellerie évoluant ici à Yaoundé. Il paraît qu'ils viennent... de Douala au départ. Son promoteur est un gros méchant, comme vous dites vous-même, et qui n'aime que lui-même et sa famille, et qui ne paye jamais ses employés dans des règles de l'art. Ses employés ne sont jamais déclarés et ses stagiaires pré-emploi sont des vrais esclaves. La personne qui lui fournit son personnel esclavagiste est le Fonds national de l'emploi. Voilà. Malheureusement, le Fonds national de l'emploi ne contrôle plus rien après. Le FNE devrait blacklister certains de ses clients ripoux. Il faudra même un cahier de charges que le FNE devrait soumettre à tous ces gens qui viennent le voir. C'est vrai que le message est bien long, on s'arrête à ce niveau. Je veux dire qu'on a compris l'essentiel. Le FNE, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Fonds national de l'emploi. Le Fonds national de l'emploi. Le directeur général, il est là-bas depuis combien d'années encore? Depuis le temps. C'est sa maison. Parce que je ne maîtrise pas le nombre d'années. Hein. Alors, il est devenu patriarche même d'ailleurs. Dans son village. Mafia. Alors, prenons d'autres messages très rapidement ce matin. Que dit ce téléspectateur? Alors, quelqu'un m'envoie un message qui n'a rien à voir avec la problématique. Hein. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça.
Bonjour, monsieur parfait. Ici, je m'appelle Essindi Abinia Loïc Junior. Je suis l'office du feu humoriste Essindi Minja. Oui, je l'avais connu. Et je vous écris parce que j'ai l'intime conviction que vous êtes un homme du peuple qui aide les jeunes. Papa, j'ai besoin d'aide. Ma mère est déjà âgée et notre maison a brûlé au quartier Emana. Je suis diplômé de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales à Garoua. ESSEC. J'ai été stagiaire à la direction de l'audit et du contrôle interne de la Croix-Rouge camerounaise, mais je n'ai pas trouvé d'emploi. Papa, je sais que vous avez vos propres problèmes, mais depuis plusieurs jours, j'essaie de faire ce que je peux pour que nous puissions manger. Hier encore, nous n'avons rien mangé. J'ai honte, papa, parce que je ne peux pas m'occuper de ma famille. Aujourd'hui encore, je ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît, aidez-moi. Respectueusement, et Sinji Abinia Loïc Junior. J'espère qu'on dit souvent ici que la situation est chaotique. Les gens pensent qu'on est en train de la vie. Surtout ça, c'est l'office de feu Essindi Minja. Hein. Grand comédien. C'était la classe. Et il n'était pas que comédien, il était également professeur d'histoire-géographie. Il a d'ailleurs enseigné à un moment donné au lycée général Leclerc. Le grand Essindi Minja, ça c'est son fils qui pleure comme ça. Qui a pourtant une formation, hein? Une formation. On parle, il dit, non, vous exagérez. Machin. Non, voilà le Cameroun que nous dénonçons tous les jours. Et nous apprécions les Ibrahim qui croient à un Cameroun nouveau. Mais nous pensons qu'il faut un alliage. Il faut un alliage entre l'espoir, l'espérance. D'ailleurs, nous sommes dans le septennat de l'espérance. Ça veut dire qu'il est dans la future. Merci. Mais il y a donc la réalité, le réalisme. On conclut avec une phrase au sujet de l'argent, sur le sujet. L'argent, ça doit être donc ce carburant qui sert à construire la croissance de l'entreprise et de ceux qui y travaillent. Oui. On rejoint dans les problématiques sociales où on voit comment les travailleurs, ceux qui créent la richesse de l'entreprise sont parasités. On ne cotise pas pour eux. Et les institutionnels ne foutent rien. Allez à Sosikam. Merci. Hein. Allez en Banjo. Concernant l'office de Essindi Minja, parce que il y a un garçon qui pleure, essayez de vous rapprocher de moi. Est-ce que parfois ici donne de l'emploi aux jeunes? Je ne pense pas, mais rapprochez-vous quand même de moi. Et je pense également qu'ils sont plusieurs décideurs qui ont compris votre cri. Hein, votre cri de écouté, le PDG du FNE a écouté. Merci à Ibrahim Maxime Julien, merci à Samuel Bonjour, merci à Hector Abia, merci à Aline Odouk, merci à Rodrigue, à Adalbert Evina. La rediff de ce programme, on ne le dira jamais assez, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?